Donc vous vous constituez une identité de quelqu'un qui habite en foyer. Ou alors vous allez, pour les familles qui se sont installées, on les a installées dans des cités. Donc vous allez reconstituer là aussi les ghettos. Exactement, des ghettos, donc vous constituez une certaine identité qui n'est ni africaine parce qu'elle est imprégnée quand même d'un peu d'occidentalisme, puisque vos enfants vont à l'école, puisque vous allez dans des supermarchés, etc., etc. Mais vous vivez vraiment en autarcie entre vous. Et lorsque vous rentrez au pays, vous vous trouvez aussi décalé. Ce qui fait que l'Africain qui vit ici, en fait, il a une identité de double étranger. C'est-à-dire, expliquez à nos téléspectateurs. Il est étranger dans le pays dans lequel il vit, parce que c'est clair et net que la France, maintenant on peut le dire, n'est pas un pays d'intégration pour des populations qui ont une civilisation différente d'elle. Puisque les Africains, on n'arrive pas à les intégrer. On n'arrive pas à intégrer les... Et par rapport à l'Afrique ? Et par rapport à l'Afrique, pareil, puisque vous êtes constitué une identité particulière ici. Lorsque vous allez en Afrique, vous êtes le porte-monnaie. Donc votre situation d'Africain porte-monnaie, parce que tout le monde vient vous demander, crée aussi une espèce de relation, mais ambiguë, entre vous et votre famille. Ramenons-nous un peu au sujet par rapport à la retraite. Quand vous dites que nous sommes des Africains porte-monnaie, parce que tout le monde attend que vous puissiez donner de l'argent et tout ça, maintenant, au moment de la retraite, il faut la préparer, parce que quand vous savez que vous allez retourner, mais toute la famille viendra vous demander le monde. Ce que je veux dire, bon, les premiers Africains qui sont rentrés, qui n'ont rien préparé, parce qu'ils ne venaient pas pour rester ici. Ils venaient, ils travaillaient, ils rentraient chez eux, et quelqu'un venait prendre leur place dans l'entreprise. Et ils restaient un an, ils revenaient. C'est à partir du moment où il y a eu ce regroupement familial et ces cartes de séjour que les gens se sont retrouvés dans une situation d'insécurité. Là, on avait déjà dit, vous vous répétez, mais moi je me dis concrètement, arrivé à l'âge de la retraite, cet Africain qui est arrivé en France aux années 50, 60, après les indépendances et tout ça, qui a travaillé, qui a été à l'école, qui a appris toutes les notions possibles, mais arrivé à l'âge de la retraite, il devient inactif. Il s'est décidé de rentrer par exemple au pays. Il doit d'abord commencer à en parler avec son épouse et ses enfants, décider comment organiser les retours. Mais arriver là-bas, la famille attend à ce qu'il puisse devenir, comme vous l'avez dit, l'Africain qui donne, celui qui donne, qui a de l'argent. Mais comment concilier ces deux mentalités? Comment préparer cette retraite? Comment préparer cette retraite? Bon, d'abord, en tout cas, si je peux prendre un exemple, si je prends l'exemple des Maliens, qui en général rentrent au pays, parce que comme je vous disais, ils ne sont pas venus pour rester, bon, ils rentrent au pays. Très longtemps, ils ne savaient pas, ils étaient dans vraiment l'incertitude. Maintenant, il y a pas mal de Maliens, de Sénégalais, et même qui construisent des maisons au pays. Donc, ils envoient de l'argent au pays. Parce que maintenant, il y a des banques africaines. Avant, il n'y en avait pas. Maintenant, on peut mettre de l'argent dans une banque. Banque de l'habitat, Banque of Africa, enfin, il y en a plein de banques où les gens peuvent mettre de l'argent et construire leur propre maison où ils peuvent, quand ils arrivent, ils sont chez eux, ils ne sont pas dans la famille. Donc ça limite un peu. Merci beaucoup. Je reviens à M. Jacques Béhi, parce que vous êtes déjà RITT. Dites-nous les démarches que vous avez eu à faire, parce que les gens confondent un peu l'allocation de départ social de la pré-retraite et la retraite. Parce que certains ont dit dans le reportage qu'il va récupérer l'argent à l'ambassade, au consulat, ou je ne sais pas comme il donne pas. D'autres s'en foutent, mais vous, au moins, vous avez eu à faire toutes ces démarches. Essayez de nous expliquer un peu de mots comment ça s'est passé, et l'allocation pré-retraite et la pension de la retraite, est-ce la même chose? Je vous remercie. Je dirais tout simplement, cette préparation, il faut la faire vraiment comme il se doit. Avant de penser à retourner au pays, c'est que quand tu arrives chez toi, il faudrait que cette pension-là, que tu l'aies correctement à tous les fins du mois, sans qu'il y ait des complications. Donc tu touches à les banques. Tu vas voir les banques. Et ces banques-là, même si tu n'as pas un compte sur le pays d'origine où tu vas, tu te fais un compte de ce pays-là. Et dans ce pays-là, la banque qui reçoit ta banque que tu as ici, qui reçoit ta somme, elle la vit directement sur ta banque. Mais non, de ton pays. Non, oui, attendez, je vais essayer d'être plus concret, parce que le temps passe. Ici, par exemple, le minimum retraite, c'est 500-600 euros. D'accord. Ici, vous payez les impôts et tout ça, et on vous donne 500-600 euros, vous êtes sur place. Mais est-ce que vous serez en Afrique, en Côte d'Ivoire,
est-ce que les 500 euros, vous allez la recevoir en intégralité en Afrique, ou bien on va déduire des impôts, on va déduire le fisc? Qu'est-ce qui va être grignoté dans cet argent, minime soit-il, pour que vous puissiez mieux vivre en Afrique? C'est ce que nous voulons comprendre. Oui, je vais vous expliquer. La retraite est un acquis. D'accord. C'est un acquis. Une fois qu'on vous paye votre retraite, toutes les déductions sont déjà faites à la source. C'est déjà fait. C'est pas parce que vous allez chez vous et que l'argent qui arrivera chez vous va avoir encore des antécédents. Parce qu'au Maghreb, ça s'est passé comme ça en Algérie. Les Algériens, quand ils rentraient chez eux, s'ils avaient 500 euros de minimum retraite, arrivé là-bas, c'était peut-être 300 euros, parce que l'État prenait quelque chose et on enlevait les impôts et tout ça. Oui, monsieur Rémy? Il y a un amalgame qui revient souvent entre la prestation sociale, c'est-à-dire ce qu'on peut avoir comme allocation, alors ça peut être, c'était le RMI il y a quelques temps, le RSA, ou une allocation qui est soumise à condition de ressources et qui est soumise effectivement aussi à condition de résidence. Il faut résider en France la majeure partie de son temps pour pouvoir en bénéficier. Et comme le disait M. GBI, c'est le RMI. Excusez-moi, c'est le RMI, c'est la retraite. Quel est le nom qu'on donne à cette allocation? Ça peut être l'allocation du logement, par exemple. Voilà. Il y a des l'allocation sociale. C'est très différent, comme le dit M. GBI, c'est très différent de la pension de retraite, qui est un acquis, qui est un droit. À partir du moment où on le demande, c'est un droit qui est érable, donc il faut la demander. Et on en reviendra tout à l'heure, parce que il faut, même pour des petites durées de cotisation, il faut appeler la CNAV et il faut demander ce droit. Et ce droit va vous suivre partout dans le monde. Là, il n'est pas soumis à condition de résidence. Si vous avez droit à une retraite, si petite soit-elle, ou quel que soit son montant, elle vous suivra partout où même vous si habitez. On a travaillé 10 ans, 5 ans, 2 ans, on a droit à la retraite. On a le droit, alors bien sûr, il y a une décote. Il y a une décote en fonction de votre temps de travail. Voilà. Vous avez cotisé. Vous avez cotisé, vous avez droit. Ça peut être 10 euros, 20 euros. En général, c'est pas ça. Puisqu'on gagne le minima quand même. Hein, et il y a le minima qui correspond à la pension. En fait, c'est une pension. Pas, la retraite, c'est ça. Et quand vous gagnez donc une retraite qui est très basse, quel que soit ce que vous gagnez quand c'est bas, vous avez droit à certaines allocations. Par exemple, une allocation logement, une allocation de personnes seules, etc., etc. Pour mieux vivre en France.